L'Afrique a la plus forte croissance économique au monde, mais à qui profite cette croissance? C'est notre grand angle aujourd'hui. Alors, pour évoquer cet enjeu africain, deux invités sur notre plateau. Sylvie Brunel, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, géographe, professeur à la Sorbonne à Paris, spécialiste des questions de développement et de la mondialisation. Et vous publiez le livre qu'on va voir, L'Afrique est-elle si bien partie? Point d'interrogation, aux éditions Sciences Humaines. En face de vous, Francis Taloupo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, entre autres sur la radio Africa numéro 1. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme à Paris. Vous êtes originaire du Bénin et vous avez publié aussi France-Afrique, la rupture, maintenant, point d'interrogation, aux éditions Acoria. Toutes les ponctuations comptent. Oui. Alors on va commencer par une question en fait qui résume par la question qui résume votre livre. C'est une excellente question. Sylvie Brunel, l'Afrique est-elle si bien partie? Contrairement à ce qu'on pourrait croire. En apparence, les taux de croissance africains sont très élevés. Oui, à peu près 5% par an, oui, c'est plus fort au monde. Depuis le début des années 2000, mais ils partent d'abord de niveaux très bas. Donc ces taux de croissance ne signifient pas pour autant un rattrapage, ou alors dans très longtemps. Et puis surtout, ils sont extrêmement fragiles. Pourquoi? Parce que d'une part, la Chine ralentit. Or, une grande partie de la croissance africaine dépend de la croissance chinoise. Ensuite, ils sont très inégalement répartis. Vous avez un grand nombre de populations, notamment jeunes, qui ne voient pas les bénéfices de la croissance. Et paradoxalement, l'émergence suscite beaucoup plus de frustration que la pauvreté. Et puis, la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, la crise d'Ebola a permis à un certain nombre d'investisseurs de trouver des prétextes pour ralentir ou suspendre leurs investissements. Et on peut se demander si pour une partie de l'Afrique, ces taux de croissance ne vont pas se ralentir considérablement. On va en parler. Francis Taloupo, vous êtes d'accord avec ce schéma africain, c'est-à-dire forte croissance, mais très forte inégalité, encore plus qu'ailleurs, j'imagine? Très forte inégalité, d'autant que cette croissance est quand même basée, il faut quand même le dire, sur une politique libérale très forte. C'est là une loi du marché, je veux dire, radicale, qui s'impose, avec un système d'exportation et d'importation, je dirais, basique, de manière générale. Donc il n'y a pas, je dirais, une redistribution, une réinjection dans des programmes sociaux de ces taux de croissance. Mais il faut aussi se demander d'où vient cette croissance. Elle vient essentiellement d'exportations tout à fait traditionnelles, voire anciennes, c'est-à-dire les matières premières essentiellement. Et de ce point de vue-là, rien n'a changé fondamentalement, puisque l'Afrique est toujours dans le schéma classique de fournisseur, je dirais, de matières premières, alors, tandis que la demande de l'extérieur est ce qu'elle est, c'est-à-dire, évidemment, cette demande extérieure qui, au fond, alimente ce système traditionnel africain. Vous dites rien n'a changé. Vous faites le livre, le titre de votre livre fait référence, j'imagine, d'ailleurs vous le citez dans votre livre, celui de René Dumont, donc l'agronome qui s'était présenté aux élections en France en 74. Il avait fait premier candidat écologiste. Et oui, étiqueté écologiste. Oui, voilà. Et son vert rouge. Voilà, il avait écrit un bouquin qui s'appelait L'Afrique noire est mal partie. En 1962, aux éditions du Seuil. Il n'avait pas mis de point d'interrogation, mais on peut se dire que 50 ans plus tard, on peut faire le même constat. Oui, il avait raison. Il déplorait l'ampleur des bureaucraties. Il déplorait le sort fait aux paysans. Il déplorait l'oubli des dépenses sociales. Eh bien, on peut dire que 50 ans après, l'Afrique a toujours ce même problème de ne pas être ce que les bailleurs de fonds appellent inclusive. Ouais. Et il disait d'ailleurs, René Dumont, je me tourne vers vous, que l'Afrique devait choisir entre, je le cite, être la cliente de l'Europe ou se développer par elle-même. Aujourd'hui, on pourrait dire la cliente du monde, parce que tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Et la cliente du monde, vous avez raison, parce qu'en fait, je pense qu'une des grandes révolutions, si je puis dire, en tout cas, un des faits majeurs qui soit produit en Afrique ces dernières années, c'est la diversification des partenaires des pays africains. Ouais. Parce que pendant longtemps, on a assisté à ce tête-à-tête entre les pays individuellement et l'ex-puissance coloniale. Et il y a eu, dans les années 80, un changement de paradigme. Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique ou c'est une malédiction? C'est une chance à condition que l'Afrique puisse déterminer très clairement ses propres intérêts. Parce que pour l'instant, il y a une sorte d'euphorie comme ça, je veux dire, à se tourner vers la Chine. Et les Chinois, d'ailleurs, demandent souvent aux pays africains, mais dites-nous, quels sont vos intérêts précisément? Parce que vous nous racontez souvent, je dirais, votre long parcours avec les anciennes puissances coloniales. Nous avons envie d'entendre aussi quelles sont vos exigences, vos intérêts. En tout cas, quelles sont les orientations? Qu'attendez-vous de cette coopération entre vous et nous? Alors justement, quelles seraient, Sylvie Brunel, les conditions d'une croissance durable et équitable, surtout j'insiste sur le mot équitable, en Afrique?
Vous savez, ce qu'on apprend en économie, c'est qu'un processus de croissance qui n'est pas redistributif avive les inégalités. Et il est porteur de tensions. On les voit bien, ces tensions, aujourd'hui, au cœur du continent. Depuis la Mauritanie jusqu'à la Somalie, depuis l'Algérie jusqu'au Nigeria. Donc aujourd'hui, le seul moyen que la croissance africaine soit durable, c'est qu'il y ait de véritables politiques sociales de redistribution, de création d'emplois, d'opportunités pour ces jeunes qui sont extrêmement nombreux. C'est à la fois la chance de l'Afrique, cette jeunesse, et le risque de l'Afrique. Et ça passe par quoi? Ça passe par la gouvernance, d'abord. Ça passe par la bonne gouvernance. Par la gouvernance, et ça passe par, je dirais, l'instauration nécessaire de ce que j'appellerais la culture du résultat. Parce qu'on a quand même connu, pendant toutes ces années-là, depuis les indépendances, des régimes politiques qui ne sont jamais sentis une obligation de résultat vis-à-vis de leur population. On a été pendant très longtemps le continent où des régimes pouvaient se faire, se maintenir indéfiniment, j'ai failli dire se faire élire, mais se maintenir définitivement au pouvoir sans pour autant justifier leur raison d'être, sans pour autant de donner des gages, ou en tout cas se réclamer de résultats qui soient tangibles et vérifiables. Je crois quand même qu'il faut quand même souligner, pour compléter ce que disait Sylvie Brunel, il s'est passé quand même des choses extraordinaires dans ces dernières années, oui. Voilà, même depuis 50 ans, parce qu'on parlait de Dumont tout à l'heure, qui posait la question de savoir est-ce que l'Afrique était bien partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il avait été là, il aurait peut-être écrit un autre livre, parce qu'en 50 ans, il faut quand même souligner que ces pays ont pu négocier 3 étapes majeures. C'est peu, 50 ans, finalement, pour s'insérer dans l'histoire du monde comme ça, dans l'histoire politique, sur la scène de la diplomatie moderne internationale. Premièrement, la décolonisation, évidemment. Deuxièmement... C'est peu à l'échelle de l'histoire, mais c'est beaucoup à l'échelle des hommes. C'est beaucoup à l'échelle des hommes. Alors, deuxième étape, quand même, c'est la négociation, je dirais, la fin des partis uniques, en tout cas. On a pu survivre aux partis uniques, et depuis 90, il y a cette révolution démocratique, ce processus qui est en cours, long processus, très très long, et je pense que l'avenir dépendra... Long et chaotique. Long et chaotique, mais l'avenir dépendra de la réussite ou des reculs de cette révolution démocratique. La question que vous posez vous-même, la rupture maintenant, France-Afrique, vous répondez oui? Point d'interrogation, rupture nécessaire certainement, et on est dans ce processus forcément, en tout cas l'invention en tout cas de nouvelles formes de vie dans ces pays-là, aussi vis-à-vis de l'extérieur. Alors, votre livre, c'est un vrai cri d'alarme parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce livre. Il y a la question démographique, il y a l'insécurité, les conflits ethniques, les guerres civiles, mais je ne voudrais pas non plus passer pour un afro-pessimiste. Il y a aussi des raisons d'être optimiste. Il y a des pays qui marchent bien. Alors, l'Éthiopie, par exemple, le Rwanda... Alors avec un bémol, le Botswana, le Cap-Vert. Oui, mais avec un bémol, c'est que c'est souvent des régimes, régimes autoritaires. Alors donc la question, le Botswana démocratique plutôt. Ce sont peut-être des exceptions. Le Cap-Vert est démocratique. L'Éthiopie et le Rwanda pas vraiment. Donc est-ce qu'il faut, alors c'est une question importante mais difficile. Est-ce qu'il faut des régimes autoritaires pour faire démarrer l'Afrique? Autrement dit, il faut des dirigeants éclairés. Il faut des dirigeants éclairés. Vous aurez la parole tous les deux. Des dirigeants qui soient préoccupés par l'intérêt général. Or actuellement, il faut bien dire qu'une grande partie des sommes dont l'Afrique pourrait bénéficier au profit de sa population repartent. Et ça, il faut le dire. Repart dans des paradis fiscaux ou disparaît dans le sable. Perd près de 60 milliards de dollars par an, c'est-à-dire l'équivalent de l'aide publique au développement qu'elle reçoit. Et malheureusement, tous ces jeunes qui attendent un avenir meilleur et qui du coup peuvent être tentés par des aventures extrêmes, se demandent, alors qu'ils ont accès à toutes les techniques d'information et de communication, pourquoi cette richesse qui est à portée de main, ils ne peuvent pas en avoir leur part. Et du coup, ils sont tentés d'en avoir leur part illégalement. On va revenir là-dessus, c'est important. Sur les régimes autoritaires. La démocratie doit devenir la règle, en fait, et non plus l'exception. Parce que, je parlais de la culture du résultat, cette culture du résultat se vérifie par les urnes essentiellement. Des régimes élus, sanctionnés, reconduits, ou en tout cas remerciés, à travers les urnes. Donc, je pense qu'une des réponses, c'est la consolidation de la démocratie. C'est l'ancrage démocratique. Ça sera long, ça sera difficile, mais c'est la seule réponse possible. Par l'émergence de sociétés civiles, de classes moyennes en Afrique. Évidemment. Cela se joue aujourd'hui, évidemment. C'est ce choc. C'est un processus qui est en marche. Aujourd'hui, c'est un processus en marche, justement. Vous avez raison. Je veux dire, qui s'opère par ce choc entre les opinions publiques, la société civile, ses actions, en tout cas. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, par exemple. Ce qui est passé au Burkina Faso, puisque cette société civile doit prendre en compte aussi, évidemment, la résistance des régimes réfractaires à ce processus démocratique. Oui, puis on aurait tort de dire que l'Afrique ne progresse pas, puisque l'espérance de vie augmente, la lutte contre le paludisme marque des points. Il y a 2 fois moins de morts du paludisme qu'il y a encore 10 ans. Et c'est important ce que vous disiez aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont accès par les réseaux sociaux, par la télévision, par Internet, et ils voient. Donc il y a ce gap, cette frustration entre ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils sont, et leur situation qui n'avance pas. Et puis l'Afrique est de plus en plus c'est explosif. Oui, l'Afrique est de plus en plus urbaine, et vous avez raison, le terme est bien
retrouver, elle est sur une poudrière. Pourquoi ? Parce que les explosions de violence peuvent démarrer en un quart de seconde. Il y a tellement de mécontentement, tellement de rancœur, tellement de gens qui... Et vous dites que souvent ces pays oublient leur périphérie, c'est-à-dire que les chefs des États s'occupent éventuellement des villes, et puis après on laisse... Et là, ce sont des zones de non-droit, et on voit bien ce qui se passe. Oui, pensez au Nigeria, vous en avez parlé dans votre journal. Regardez ce qui se passe avec Boko Haram. Tout le nord-est du Nigeria, tout le nord du Cameroun, le sud du Tchad. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grande zone de d'effondrement qui mine l'intérieur du continent. Et si la jonction se fait d'une part avec Daesh, d'autre part avec cette jeunesse mécontente des villes, eh bien cette Afrique qui est extrêmement variée, extrêmement gigantesque, elle est menacée. Sur cette poudrière de la jeunesse, oui. Sylvie a raison, on est dans une transition évidemment sensible, évidemment, parce qu'on a la combinaison de plusieurs enjeux politiques, enjeux sécuritaires, enjeux économiques et enjeux de la jeunesse. Je veux dire, c'est un enjeu central aujourd'hui, la question de la jeunesse est au cœur de la problématique africaine aujourd'hui. Comment arriver, je veux dire, dans cette combinaison explosive, comme disait Sylvie, à trouver évidemment les réponses les plus justes, les plus durables. C'est un grand défi aujourd'hui qui est lancé l'Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question sécuritaire ces questions sécuritaires retiennent beaucoup l'attention. Mais ces questions sécuritaires sont également, je dirais, intensifiées, ravivées par toutes les problématiques que vous avez citées, la santé, l'économie, et évidemment, les questions politiques qui, pour moi, sont au cœur, je dirais, de tout ce que nous disons. C'est-à-dire que des réponses politiques dépendront également les choix de l'avenir. C'est-à-dire la bonne gouvernance, c'est-à-dire les questions de sécurité, et la capacité des pays africains, je veux dire, à reprendre en main justement leur sécurité, à pouvoir gérer leur sécurité, à ne plus la déléguer évidemment à l'extérieur, à se prendre en charge, à se prendre en charge. Et une fois de plus, ça suppose l'éducation, ça suppose des élites locales qui restent aussi sur place. Voilà. Ce qui a changé, c'est que l'Afrique aujourd'hui a évidemment beaucoup plus d'opportunités qu'autrefois. Une capacité de négociation, comme l'on dit, beaucoup plus large qu'autrefois. Que va-t-elle en faire ? Je voudrais encore un mot, Sylvie Ruel, sur la Chine. Est-ce que la Chine est un vrai partenaire aujourd'hui pour l'Afrique, ou bien c'est un prédateur de matières premières ? Non, la Chine, c'est un partenaire, c'est une opportunité, c'est le premier investisseur, c'est le premier prêteur. Après, c'est au gouvernement africain de poser les conditions de leur partenariat avec la Chine. La Chine a besoin des matières premières et du pétrole africain. Au gouvernement africain de ne pas accepter n'importe quoi. Vous reviendrez tous les deux parce que le débat est passionnant et mériterait beaucoup plus long. Je rappelle simplement vos livres. Donc Sylvie Brunel, L'Afrique est-elle si bien partie, aux éditions Sciences Humaines, et puis Francis Taloupeau, France-Afrique, la rupture maintenant, aux éditions Akoria. Merci à tous les deux. Merci à vous.